On va parler aujourd'hui du Mandela Catalogue, une des grosses révélations de l'horreur de ces 10 dernières années, née sur Internet. C'est une web-série d'Alex Kister qui met en scène l'humanité, qui est en crise face à une menace nouvelle et inconnue, celle des alternés, des créatures pouvant prendre l'apparence d'autres personnes. Nous allons aborder cette œuvre au travers de 3 axes de réflexion. En premier lieu, nous allons parler de sa forme, de son esthétique si particulière, pour ensuite rebondir sur la relation entre cette série et les codes classiques narratifs hollywoodiens. Et pour terminer, nous parlerons plutôt du fond pour expliquer en quoi le Mandela Catalogue dresse un discours concernant notre rapport aux médias et à l'information. Laissez-moi donc vous accompagner au travers de cette réflexion sur le sens de cette série si particulière. Comme dit, nous allons commencer par parler de la forme du Mandela Catalogue et notamment d'un truc qui saute aux yeux dès les premiers visionnages. Le Mandela Catalogue reprend une esthétique qui s'est énormément popularisée sur internet ces 10 dernières années, l'analogue horror. Il s'agit d'une sorte de sous-genre du found footage, mais dont l'esthétique serait plus basé sur les médias analogiques des années 80-90 avec beaucoup de faux reportages, faux messages gouvernementaux, ce genre de choses. Toute la narration se fait au travers de médias contenus dans la diégèse elle-même de la série et qui trahit donc une sorte de processus créatif entourant cette dernière. Elle se trahit elle-même comme une œuvre médiatique. Ça a un nom, on appelle ça la réflexivité. On va avoir une inclusion directe du spectateur dans la diégèse du Mandela Catalogue. Les enregistrements nous sont donnés comme si nous faisions directement partie de cet univers. Et ça, on peut le lier à 2 concepts présents en narratologie que l'on nomme la fabula et la siouzette, qui nomment respectivement une histoire et le récit qui nous permet de comprendre cette histoire. Dans l'ordre, nous avons d'abord la siouzette, qui ici serait la série en elle-même, et ensuite on aurait la fabula, qui est l'histoire racontée par cette série, mais que l'on reconstruit mentalement à partir des éléments donnés par la série. Mais du coup, ça fait que la fabula ne peut pas exister sans qu'il y ait de siouzette à la base, sauf que là, avec le Mandela Catalogue, on a une petite inversion de ce rapport, puisque la siouzette fait directement partie de la fabula, puisque ce sont des médias présents dans sa diégèse de base. Et ce genre de jeu, ça a aussi un autre nom, et ce nom-là, c'est la métalepse. Alors la métalepse, c'est quoi ? C'est 2 choses. C'est dans un premier temps la rupture du pacte représentationnel. Quand vous regardez un film, que vous lisez un livre ou que vous regardez une série, vous passez un pacte de représentation avec cette œuvre que vous consommez. C'est un pacte inconscient en gros qui fait que vous allez vous attendre à certaines choses, à une certaine manière de raconter une histoire. Et lorsqu'on brise ce pacte représentationnel, par exemple quand on surprend le spectateur en l'intégrant directement à la diégèse d'un film par l'utilisation du found footage, et donc quand dans le Mandela Catalogue on casse un des pactes de représentation qui est que le spectateur ne fait pas partie de l'histoire, le spectateur est en dehors de la diégèse du récit, eh bien on a un des premiers ingrédients de la métalepse. Le second étant la perméabilité des niveaux narratifs. C'est un peu comme des niveaux de réalité. Pour vous expliquer brièvement, quand vous regardez par exemple un film, vous avez 2 niveaux narratifs de base. Vous avez le niveau diégétique, qui est la diégèse du récit, l'univers du récit, l'histoire qui se déroule dans le film, et vous avez le niveau extradiégétique, qui est notre monde en fait. Ce sont 2 niveaux qui existent, l'un parallèle à l'autre. Et à tous ces niveaux-là s'ajoutent les niveaux métadiégétiques, qui sont facultatifs mais qui peuvent exister, et qui sont comme des œuvres dans l'œuvre. Et lorsqu'on parle de perméabilité des niveaux narratifs, c'est lorsque ces niveaux peuvent se mélanger, se fusionner, ou en tout cas qu'il y a des ponts qui se créent entre ces derniers, comme quand Deadpool nous parle directement à nous, spectateurs. Et donc on en a déjà parlé, mais on a une métalepse avec l'aspect found footage, l'aspect analogue horror de la série, qui mélange son espace diégétique avec notre espace extra-diégétique. Mais on a une deuxième métalepse qui intervient à cause de nombreuses corruptions visuelles et sonores qui interviennent au cours de la série. À certains moments, et pour une raison qui n'est pas directement expliquée, on va avoir
des altérations dans les médias qui nous sont montrés et qui seront plus tard révélées comme étant l'œuvre des alternés, des créatures qui existent dans la série. On va avoir également d'autres créatures qu'on appelle les intruders et qui ne se manifestent pas physiquement mais au travers d'émissions de télévision, en tout cas de médiums. Ce qui fait qu'on a ici une relation de cause à effet bilatérale entre les niveaux métadiégétiques du Mandela Catalogue et son niveau diégétique de base, donc une deuxième métalepse. Grâce à la première métalepse, le niveau diégétique fusionnait avec le niveau extradiégétique, ce qui fait qu'on a donc également une métalepse entre les niveaux métadiégétiques et notre niveau extradiégétique. Et tout ce jeu avec les médias, on peut l'analyser à travers le prisme d'un ouvrage écrit par le philosophe et historien de l'art Walter Benjamin et qui s'intitule L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. Benjamin, à l'époque, parle de l'impact de l'arrivée d'un nouveau type d'art qu'il appelle les arts industriels et dans lesquels il regroupe la photographie et le cinéma parce que ce sont des arts qui, selon lui, sont issus d'une créativité mécanique et non manuelle comme la peinture par exemple. Et c'est intéressant de parler du Mandela Catalogue à ce niveau-là puisque toute sa narration se fait au travers de médias industriels faisant partie de la diégèse de l'œuvre. Et Benjamin, il parle de tout ça en imaginant le concept d'aura qu'il définit à travers les termes hic et nunc, qui en latin signifie ici et maintenant. Il explique que toute œuvre d'art traditionnelle possède une aura, au sens où elle existe dans la tête du spectateur, associée à un instant et à un lieu précis, qui lui donne un caractère d'unicité qui est très important lorsqu'on parle d'aura. Et justement, ce que dit Benjamin vis-à-vis des médias industriels, c'est qu'ils ne possèdent pas d'aura, parce qu'ils ne possèdent plus cette unicité liée au fait que la reproduction de ces œuvres est devenue extrêmement facile. Sauf que du coup, Benjamin invente une version alternative de l'aura basée non plus sur le cela est, mais le cela a été. En gros, une aura rattachée à l'origine de l'œuvre en elle-même. Sauf que les médias dans le Mandela Catalogue sont très modifiés, très altérés, ce qui fait que cette notion de ça a été est même remise en question. En gros, le Mandela Catalogue nous démontre qu'on ne peut pas vraiment parler d'aura dans le cas des arts industriels, car ils peuvent toujours être manipulés, déformés, sans même que l'on puisse en avoir conscience. Chaque image, chaque texte, chaque vidéo peut être reproduite, modifiée et sortie de son contexte pour transmettre un message et un discours particulier. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour le moment, on va rester un peu dans la forme du Mandela Catalogue pour expliquer en quoi c'est une rupture vis-à-vis des codes classiques du cinéma hollywoodien ou même global. Comme on l'a dit beaucoup, la série exploite énormément de médias différents, et ce qui participe à cette rupture, et également un phénomène qui se nomme l'Uncanny Valley. Ça intervient souvent lorsque l'on parle de modélisation 3D ou d'intelligence artificielle, c'est lorsqu'on a la représentation d'un être humain qui se veut quasiment parfaite, mais pas exactement. Il y a une différence avec un humain réel très subtil mais qui se sent et qui participe à créer un sentiment d'inconfort pour les spectateurs. Et ça on le retrouve dans le Mandela Catalogue déjà en tant que faisant partie de la diégèse de la série puisqu'on a ces alternés donc qui imitent des êtres humains mais à chaque fois avec des caractéristiques déformées, modifiées. Mais c'est aussi plus global que ça. Le sentiment d'inconfort peut être lié à toute tentative d'imiter quelque chose sans que ce soit exactement parfait. Par exemple, le simple fait d'avoir des médias analogiques mais remplis d'artefacts liés à leur aspect ancien et obsolète crée cette Uncanny Valley puisqu'on a une tentative de reproduire une image mais avec des défauts, des imperfections qui créent un décalage avec le spectateur et donc un sentiment de malaise. Et c'est très important parce que ça va jouer sur une notion qui se nomme l'inférence. En gros, lorsqu'on parle d'activité spectatorielle, c'est-à-dire l'activité du spectateur à consommer un film, à être spectateur de ce film, on va parler d'inférence pour évoquer tous les moments où le spectateur va se référer inconsciemment à d'autres œuvres ou d'autres expériences qu'il a déjà vécues pour comprendre ce qu'il est en train de voir. Et du coup, on a ça dans le Mandela Catalogue qui est exploité et de façon assez intrigante puisque l'aspect found footage renvoie nécessairement à des médias que l'on connaît, à une façon de filmer et une façon d'assumer la caméra. Sauf qu'avec tout ce qu'on a dit dans le Mandela Catalogue, avec tout ce qui est lié à la métalepse, à l'Uncanny Valley, à ce genre de choses-là, on sait qu'il y a un jeu assez intéressant qui est fait avec l'inférence et avec le fait de référencer des médias et des choses existantes, mais en créant à chaque fois un décalage qui
casse la capacité du spectateur à pouvoir s'identifier à ces derniers pour comprendre la série. Et donc ça casse les repères du spectateur, ce qui est un élément fondamental lorsque l'on crée de l'horreur. Également, connaissez-vous la notion d'intrigue de prédestination? Grosso modo, lorsque vous allez voir un film ou une série qui correspond aux codes narratifs hollywoodiens, vous allez très souvent avoir dès le début du film des indices, ou en tout cas une présentation des enjeux de l'histoire qui vont vous expliquer directement comment les héros vont s'en sortir, les actions qu'ils vont faire, qui vont les mener à réussir. Sauf que dans le Mandela Catalogue, on a un peu ça, mais de façon très troublée. On sait que les personnages principaux, les humains de manière générale, vont gagner en battant les alternés, en y survivant, mais même ça, c'est pas vraiment évident. Bon, déjà, la définition des alternés et de tout ce qu'ils représentent est très variable d'un volume à l'autre du Mandela Catalogue. On n'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses les concernant et qui changent un peu la perception qu'on a d'eux. Et c'est sans compter le premier épisode de la série qui nous explique d'entrée de jeu que les alternés sont beaucoup plus que ce qu'on imagine d'eux et qui remet en question toute la possibilité que l'on aurait de pouvoir imaginer une fin joyeuse à cette histoire. Parallèlement à l'intrigue de prédestination, on a aussi le concept de phrase herméneutique. C'est un peu l'inverse complémentaire, c'est en gros là où l'intrigue de prédestination va vous assurer de la fin. La phrase herméneutique va vous faire miroiter pendant toute la durée du film ou de la série, en créant des divergences, des incertitudes, bref, des moments où on va remettre en doute la capacité des héros à réussir tel qu'on l'avait anticipé grâce à l'intrigue de prédestination. Et ça, comme dit le Mandela Catalogue, c'est une gigantesque phrase herméneutique. Et c'est pas que tout est remis en question à chaque épisode, c'est juste qu'il n'y a rien à remettre en question puisqu'il n'y a aucune base vraiment maintenue au fil des épisodes du Mandela Catalogue. On n'arrête pas d'avoir de nouveaux personnages, de nouvelles notions qui ne cessent de se redéfinir et se complexifier en permanence. On navigue dans un flou total qui empêche d'avoir une certitude sur la direction dans laquelle on s'en va. Enfin, selon beaucoup de personnes comme le théoricien du cinéma David Bordwell, le cinéma ou en tout cas la narration se réfléchit en termes de structure. Une structure regroupant un ensemble de fonctions narratives qui ont tout un but et un sens dans la manière dont elles sont intégrées au récit. Dans le Mandela Catalogue, tout ça c'est complètement éclaté. J'en ai déjà parlé, mais dans la série, on n'arrête pas de faire des allers-retours constants dans le temps. Comme dit, on commence dans les années 80-90 avec les médias analogiques pour finir dans les années 2020 avec TikTok. Et c'est pas aidé par le fait qu'il y a énormément de personnages pour une série de cette ampleur. Chaque volume nous introduit à de nouveaux personnages qui sont liés par des relations pas forcément expliquées de manière toujours évidente. Les personnages en question sont souvent nommés mais jamais de manière ultra explicite ou évidente. Par exemple, on a le personnage de Mark Heathcliff qui est l'un des personnages emblématiques de la série, ou en tout cas du premier volume, et qui n'est pas ultra identifiable. Il apparaît plusieurs fois dans le premier volume. Pour remarquer que c'est la même personne à chaque fois, faut faire assez gaffe à tous les textes qui sont affichés, à tous les noms qui sont montrés, etc. Et c'est pas toujours très évident, ou en tout cas pas aussi évident que le ferait un film hollywoodien classique. On va aborder désormais la notion de cognitivisme, mais aussi celle d'aliénation, qui est développée notamment par le théoricien Guy Debord, mais aussi par d'autres comme l'école de Francfort. Guy Debord, il a écrit un livre qui s'appelle La Société du spectacle et qui revient sur le rapport entre les individus et les médias émergents comme le cinéma ou aujourd'hui les réseaux sociaux. Et il parle notamment de tout ce rapport d'aliénation qu'il y a entre ces nouveaux médias et les personnes qui en sont les spectateurs. Je reviens à ce que j'avais dit plus tôt vis-à-vis de la notion de réflexivité. J'avais dit à ce moment-là qu'on pouvait lier cette notion au Mandela Catalogue parce qu'il reprenait des médias analogiques des années 80-90. Et bien c'est la même chose avec le concept d'aliénation, en tout cas tel que présenté par Guy Debord, puisque la télévision analogique de l'époque est un peu le symbole ultime de l'aliénation des masses depuis que ça a été développé par ces théoriciens-là à l'époque. C'est notamment quelque chose que Walter Benjamin évoquait également, parlant du fait que les médias industriels, donc les médias issus d'une créativité technique, ont eu pour fonction de rapprocher énormément l'art des masses. Sauf que ce phénomène-là, Debord le critique énormément. Il considère que les médias industriels sont méprisables, répétitifs, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Mandela Catalogue, dans la façon dont les enregistrements, dont les messages gouvernementaux ou les cassettes vidéo liées à la police et autres
sont représentés, puisqu'on a une esthétique très minimaliste, basée sur des formes simples et qui se répètent à quasiment chaque vidéo en fait. On va avoir des textes simples sur fond noir ou blanc, sans aucune recherche esthétique. Et tout ça, tous ces spectacles, Debord les identifie comme une diversion qui va détourner les populations des problèmes réels, ou en tout cas de la réalité de la vie qu'ils mènent, pour mieux les faire accepter cette réalité. Comme on l'a vu avec le concept de Metalepse, on va parler ici de confusion entre le réel et l'imaginaire, et qui va participer aux théories développées par Debord. Et ça, on le retrouve avec un élément très particulier de la narration du Mandela Catalogue, et cet élément, c'est le principe Think. Il s'agit d'un ensemble de 5 consignes qui sont divulguées par le gouvernement dans le Mandela Catalogue et destinées à la population de la série. Ces consignes sont prévenir les autorités en cas d'attaque d'alterné, entraver les mouvements de l'alterné, identifier le type d'alterné, le neutraliser si possible et enfin connaître sa place dans la réalité. Et le problème, c'est que ce principe Think, il est mensonger. En tout cas pour sa première consigne qui est de prévenir les autorités, parce qu'elle suggère que les autorités vont faire quelque chose en cas d'attaque d'un alterné. Et c'est pas vrai. En tout cas c'est ce que nous apprend un passage qui arrive quelques minutes après celui-là, où on a une cassette d'entraînement destinée à la police et qui donne justement pour indication de ne pas intervenir si une attaque d'alterné est signalée. C'est cette déformation du réel qui va nous amener désormais à parler d'aliénation. En effet, selon Debord, ce jeu entre le réel et l'imaginaire va causer chez les masses une perte de contrôle de leurs désirs. Les médias comme la télévision, les réseaux sociaux ou le cinéma vont nous projeter une image falsifiée de l'autre qui vont influencer nos comportements et la façon dont on construit nos désirs. Littéralement, le principe Think va directement dire à la population comment elle doit penser et donc influencer leur comportement et leur manière de faire. C'est également ce que font les alternés en reprenant l'image d'autres personnes et donc en exploitant une vision déformée de l'autre pour piéger leurs victimes. C'est notamment ce qu'il se passe dans le premier épisode lorsque le diable usurpe l'identité de l'ange Gabriel pour pousser la naissance de l'antéchrist. Le Mandela Catalogue passe son temps à nous faire voir des médias qui aliènent un réel imaginaire pour aliéner à son tour ceux qui y croient. Et donc on a pu voir qu'en jouant avec les notions de métalepse, de structure narrative et de déformation du réel, le Mandela Catalogue pouvait nous montrer comment les médias peuvent influencer la façon dont on voit les choses pour aliéner nos comportements et notre manière de penser. Le tout est mis en scène dans une ambiance angoissante qui traduit tout le génie de son créateur, Alex Kister. Sur ce, laissez-moi vous remercier pour votre écoute.